On a maintenant quelques minutes, grâce à la discipline que j'ai obtenue des intervenants, pour ouvrir une discussion. Mais j'ai une contrainte absolument incontournable qui m'oblige à laisser l'animation de ce débat à Nadia Belromari, si elle veut bien, en regrettant beaucoup de devoir vous quitter. Oui, c'est une question extrêmement importante, vraiment numéro un comme question, parce que sinon, je ne pense pas qu'on devrait avoir la permission de continuer, si on devrait alourdir de plus. Mais dans le passé, qui nous parfois enseigne sur l'avenir, on a économisé énormément d'argent en faisant l'envers de la médecine personnalisée, avec notre comportement envers les microbes, envers les virus. On a fait des vaccins. Là, on a considéré tout le monde pareil. On s'est débarrassé des maladies extrêmement importantes. Moi, j'ai eu encore dans ma classe des enfants qui sont morts de la polio. Nos enfants ne meurent plus de polio. Donc, il y a moyen de faire. Mais la médecine personnalisée, c'est pour ça qu'elle est complexe. C'est parce qu'on est plus complexe que les humains, que les microbes. Et on est aussi plus complexe que la tumeur. L'oncologie est en avant dans le moment parce que dans l'oncologie, la tumeur est très différente. Donc, ça va être plus complexe encore pour les maladies, pour les autres maladies qui sont non gènes en nous, pas les gènes de la tumeur ou pas les gènes de microbes. Ceci dit, on a le droit de choisir ce qu'on avance. On a le droit de choisir des domaines qui vont clairement économiser l'argent, premièrement. Choix des médicaments, un peu comme en oncologie. Qu'est-ce que je devrais donner comme premier choix? Dans le moment, les guides pratiques que nos praticiens ont partout dans le monde, j'ai le choix de 5 médicaments. Oui, mais je ne sais pas pour cette personne-là. C'est le choix qui était fait sur la masse. Donc la médecine personnalisée devrait guider à mon choix de premier médicament. Deuxième, éviter les effets secondaires. L'effet secondaire numéro 1 de visite à l'urgence, c'est l'hypoglycémie. Et on m'oblige à donner des médicaments qui peuvent causer l'hypoglycémie chez cette personne. Est-ce que je pourrais l'éviter? Si je l'évite des visites à l'urgence. Si j'évite les visites à l'urgence, c'est facile à calculer ce que ça coûte. Si je peux donner des médicaments durant la vie, un peu plus tôt que ce que je... Dans le moment, on traite des complications, les médecines réactives. Ce donne possibilité ici, c'est une médecine proactive. Si je peux donner un médicament, je compte le coût du médicament, mais si je retarde l'hémodialyse chez les diabétiques de 10 ans, j'économise beaucoup d'argent. Et tout ça, ça calcule. Et je pense que nos actions doivent être soumises aux analyses économie de santé à chaque étape qu'on avance. Et je suis, là, j'aimais beaucoup votre propos, mais là, on est désaccord. Est-ce qu'on a le droit de dépenser l'argent? Je ne suis pas sûr. L'utilité clinique, pour moi, c'est en obligeant même l'industrie privée, prouvez-moi que c'est utile ce que vous offrez. Parce que même si personne paye de sa poche les 5 000 $, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas infliger le coût à la santé. Avec ce qu'il a appris comme... D'ailleurs, il va aller chez les docteurs qui ne comprennent rien. C'est complexe. Oui. Donc, Monsieur André... En fait, d'abord, je voulais répondre à votre question sur les économies de santé, parce qu'il y a un problème qui est assez complexe et auquel nous, on n'a pas la réponse. Je vais essayer d'expliquer, c'est pas simple. Donc, on dit, je donne l'exemple de la chimiothérapie adjuvante des cancers du sein. Donc, cancer du sein, environ 70% des patientes ont une chimiothérapie. D'accord, le bénéfice est de 5%. 5 à 10%, on va dire. Donc, ça veut dire que 90% des patientes qui reçoivent le traitement, c'est inutile. D'accord? Bon. Donc là, on peut effectivement dire, c'est très simple, on va pas faire de chimio à ces patientes-là. Le problème, et c'est là que je pense que l'avis d'un politicien, j'aimerais bien avoir l'avis d'un politicien là-dessus, est le suivant. C'est que si vous voulez démontrer, vous avez un marqueur, un biomarqueur, qui vous dit, dans des études qu'on appelle rétrospectives, voilà, avec ce biomarqueur, il semblerait
qu'une population de patients puisse ne pas bénéficier de la chimiothérapie adjuvante. D'accord ? Mais d'un point de vue méthodologique, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez ce qu'on appelle les intervalles de confiance qui vont entre un petit bénéfice, d'accord, ou rien du tout. D'accord ? Et c'est là qu'il y a une nuance importante. C'est que si vous voulez absolument démontrer, le principe de précaution, qu'un médicament n'a pas d'effet dans une population définie par un biomarqueur, il vous faut lancer ce qu'on appelle des études d'équivalence. D'accord ? Et ces études d'équivalence sont démentielles. C'est-à-dire c'est 8000 patients, c'est des coûts de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. Par contre, si vous vous contentez de petites études, qu'on appelle rétrospectives, vous pouvez avoir facilement la réponse de patients qui ont un bénéfice minime au traitement, qu'on estime entre 2 à 3% de patients guéris. D'accord ? Donc tout le vrai débat pour les économies de santé, c'est à quel bénéfice minimum on ne donne plus de médicaments. Est-ce que on veut la preuve absolue qu'il n'y a pas de bénéfice ? Ou est-ce qu'on se dit, finalement, à 2%, 3%, c'est pas très utile, donc on ne fait pas de traitement. Et ça, cette question-là, en fait, ce n'est pas les médecins qui peuvent répondre, parce que moi, je n'ai pas la légitimité de dire, voilà, on ne fait pas de traitement, parce qu'il n'y a que 2% de bénéfices. Vous comprenez ça ? La légitimité de faire ça, c'est uniquement des politiciens qui décident un jour, pour faire des économies de santé publique, on ne va pas donner de traitement à des patients qui n'ont que 2% de bénéfices. Vous voyez ? Donc en fait, et ça, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire, personne ne veut entendre ce truc. C'est que moi, quand je fais des recommandations pour la pratique clinique, je n'ai pas le droit, ni la légitimité de dire il n'y a que 2% de bénéfices, donc on ne fait pas de traitement. Parce que ce n'est pas à moi de décider qu'on peut quasiment tuer 2% de patients qui ont un cancer du sein. Vous comprenez le truc. Donc ça veut dire... Et quand vous allez voir les gens de l'assurance maladie, dire, vous savez, on peut faire des études, des grandes études de 8000 patients pour éviter des chimiothérapies adjuvantes, et que l'acte de faire les études fait économiser de l'argent, on vous dit « Ah, c'est pas le bon guichet, allez voir au ministère de la Recherche ». Vous voyez, il y a aussi là un problème d'intégration, recherche clinique, et voilà. Après, pour répondre à votre question, je fais vite, je pense que la vraie question, c'est est-ce que la santé fait partie du marché ou pas, en fait. C'est une question qui est un peu plus... voilà. On vit dans une société où, qu'on le veuille ou non, la santé... quelque part, fait partie du marché. Alors, avec la particularité, c'est qu'il y a un seul payeur qui est... Bon. Le vrai problème que vous citez, ce n'est pas la preuve, c'est l'information au patient. Parce que si vous dites Madame, vous payez $5000 votre séquençage, mais, et vous écrivez ça en noir sur blanc, en souligné, il n'y a pas de preuve que ça serve à quelque chose, je ne vois pas où est le problème. Le vrai problème est le problème de l'absence d'information, où les patients payent leur séquençage, croyant effectivement qu'il a été prouvé que ça apporte un bénéfice, ce qui n'est pas le cas. Par contre, qu'il y ait une information claire disant « il n'a pas été prouvé que ça apporte un bénéfice », et que la patiente dépense 5000 € en disant « peut-être qu'on va trouver la mutation pour laquelle peut-être il y a un médicament et que je vais payer les 2-3 premiers mois de ce médicament », moi je ne suis pas choqué par ça, et les gens essaient de faire ce qu'ils peuvent, quoi. Pardon, Monsieur André, juste une petite question et puis je passe la parole à Madame Rial. Quand vous parlez de santé en réalité, on a soit la santé en ce que on est en mauvaise santé, première approche du concept de santé, soit, et on est plutôt dans l'approche du concept de l'OMS, la santé, le meilleur état de mieux-être, où on n'est pas finalement malade. Simplement, on est potentiellement porteur d'une mutation dont on n'est pas sûr qu'elle apparaîtra. Et là, ça fait toute la distinction. Par ailleurs, vous parliez de marché privé, marché public. En ce qui concerne le marché privé, y a-t-il pas une discrimination ? Je pense qu'il y a une question de retour sur investissement au niveau de la santé publique. C'est-à-dire combien on est prêt à miser pour soigner par la suite un large panel de patients. Mais je vais passer la parole à Monsieur Sicard. Monsieur Sicard, et puis ensuite... Oui, je trouvais passionnant Madame Chantal Bouffard, et au fond qui est une remise en question des propos de Fabrice André, parce qu'on est dans les poupées russes. À partir du moment où on aura isolé une population qui sera génétiquement identique, dans cette population génétiquement identique, on retrouvera une hétérogénéité. Et c'est sans fin, puisqu'il y aura un autre gène qui sera présent, qui sera répresseur ou qui sera activateur, ou l'environnement. Donc, au fond, l'illusion de pouvoir penser qu'il y aura, par le dépistage génomique,
le ciblage d'une population renverra à l'inanité de ce dépistage, puisque, comme dit Chantal Bouffard, la situation sera infiniment toujours plus complexe. Et que ce qui est passionnant, c'est l'anthropologie, presque plus que la médecine. Je voulais donner la parole à Emmanuel Rial-Sebag et puis ensuite à monsieur... Ou Chantal, pardonnez-moi, je suis désolée. Non, pas de problème. Juste pour dire que, justement, il faut bien prendre conscience, je vais prendre un terme de l'approche transdisciplinaire, de savoir sur quel niveau de réalité on discute. Si on discute du niveau de réalité clinique, recherche, et puis on peut discuter de plusieurs niveaux, mais c'est encore la conscience de où on se situe quand on parle pour pouvoir laisser la place aux autres interlocuteurs et s'apercevoir que parfois, sur des niveaux de réalité différents, on n'est pas d'accord, mais sur d'autres, on est d'accord. Parce que la complexité va pouvoir avancer comme ça, je pense. Bonjour, donc Emmanuel Rial. Juste une première remarque sur un petit peu les tests génétiques en accès libre. On en a un petit peu parlé, vous en avez un petit peu parlé. Vous avez raison, la question de l'information, c'est ce qui est fondamental. Mais je vous garantis, pour l'avoir bien étudié, que cette information n'existe pas ou qu'elle est extrêmement bien cachée. Donc on retombe un petit peu dans la même question qu'on se pose tout à l'heure, qui est d'une part peut-être l'utilité clinique, bien évidemment, mais aussi la protection des patients et le fait que très probablement ça ne peut pas s'analyser comme une relation médicale, mais probablement beaucoup plus comme une relation de consommation. Et donc effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut au moins se poser la question de la place du marché là-dedans. Et en continuité de ça, j'avais une question qui était plutôt générale, je ne sais pas qui pourra me répondre. Je me posais la question, vu toutes les reconfigurations que vous nous avez présentées, finalement, quelle est la place du secteur privé là-dedans ? Parce que donc Chantal nous en a parlé tout à l'heure comme étant à l'origine peut-être de la thématique, mais je me demandais si c'était une activité qui était soutenue par l'industrie, par exemple, ou bien est-ce que ou alors est-ce que véritablement, je vais juste terminer, ou bien est-ce que c'est essentiellement soutenu par les structures publiques, notamment du fait qu'on peut mettre à disposition des infrastructures technologiques. Et puis, une autre question qui était, est-ce qu'il faut systématiquement opposer justement le public et le privé ? Et moi, je ne crois pas, parce que je pense qu'on est plutôt dans aussi des reconfigurations partenariales, de partenariats public-privé, des nouveaux modes de collaboration, très probablement. Et donc voilà, je voulais avoir votre sentiment sur ça. Merci. Peut-être un petit modèle sur la dernière composante de la question, parce que dans le ma diapo de conclusion, je n'ai pas pu montrer, on essaie de développer un modèle différent au Québec et au Canada, parce que on a besoin de savoir dans l'industrie privée. L'industrie privée, en général, était réticente dans cette médecine-là au début parce que ça enlevait les blockbusters, parce que ça enlevait les bons médicaments et bon pour tout le monde. Et aujourd'hui, ils réalisent qu'il le faut. Surtout dans les médicaments qui vont coûter cher, il faut les donner au moins à quelqu'un chez qui ça peut fonctionner, chez qui il y aurait une efficacité, et chez qui les médicaments bon marché ne fonctionneront pas. Donc il y a tout ça. Et la décision au Québec, au Canada, était de faire public-privé. C'est-à-dire chaque fonds est doublé. La semaine prochaine, la première ministre de Québec va annoncer 120 millions, le premier 60 distribués. Nous avons eu une partie là-dedans. Et là-dedans, on a les partenaires privés et on répond directement au ministère de Finances et au ministère de Santé. Donc, on a des panels dans lesquels nos choix d'orientation, même d'exploration, de nouvelles technologies, doit attirer l'industriel et doit satisfaire le public. Et je trouve dans cette combine-là quelque chose d'intéressant, une exploration. Il y en a présentement au Canada plus que 250 millions de dollars de distribués depuis un an dans cette orientation-là. Moi, je pense que ça peut être une orientation gagnante. On va voir. Très différent de sud de chez nous. Oui, monsieur. Merci.
bonjour. Rachid Manjeli, laboratoire d'éthique médicale, laboratoire d'anthropologie du Collège de France. Alors moi, je voudrais parler de mon expérience en tant que chercheur, mais prendre le point de vue du patient, non pas en tant que patient, mais en tant que ayant travaillé sur le cancer du sein et sur l'obésité pédiatrique. Finalement, c'est quoi un patient? Qu'est-ce qu'un patient? On a dit un patient, maintenant, c'est une personne. Ah, grande révolution. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il dit le patient? Comment vit le patient dans sa relation entre la maladie, la vie et la mort? Puisque c'est de ça que l'on parle, c'est pas d'autre chose. Et là, sur la question de la médecine prédictive, ou la médecine personnalisée, ou la médecine telle qu'on peut la définir sur une pluralité de sens, comment le patient en parle? Alors, je voudrais citer juste une parole d'une patiente, pas d'une patiente, d'une personne justement, avec qui j'ai travaillé, hein, et qui me dit la visualisation de la partie malade de mon sein m'a permis la mentalisation de la maladie. Je me suis imaginé la représentation mentale de la guérison de mon sein. C'est ce qui m'a aidé à la mise en mots de la maladie. C'est ce qui m'a aidé à la mise en mots de la maladie. Les mots, c'est bien le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien le concept, c'est bien la définition, c'est bien le langage qu'on utilise. Et d'ailleurs, quand on a présenté monsieur, on a dit c'est un patient expert, et lui tout de suite il a dit je voudrais parler du patient lambda. On voit bien que qui représente qui dit quoi, qu'est-ce qu'on voit. En fait, il y a tout un champ de réflexion qui existe depuis les années 50 sur la maladie avant la maladie. Alors, est-ce que la maladie avant la maladie, c'est la médecine personnalisée? C'est tout un courant de la psychanalyse psychosomaticienne qui dit aussi que ce qui est en jeu, c'est aussi la biographie. Pas la biographie seulement générique, mais la biographie de l'individu. Et c'est pas la question de biopouvoir, c'est pas la question de biopolitique. On est bien dans ces bio. Hein. Et dans ces ensembles de bio, c'est comment le récit du patient, comment le patient met en récit son histoire et comment il se retrouve en situation de maladie dans la relation de soins. Donc c'est cette question que je voudrais vous soumettre. Finalement, est-ce que la médecine personnalisée, c'est un travail sur la maladie avant la maladie, ou est-ce que c'est autre chose? Merci. Vaste sujet. Qui veut répondre? Pas moi. Monsieur Plavis. Oui, non, mais je sais pas, mais oui, moi je disais tout à l'heure pourquoi patient expert, oui, mais là sur la médecine personnalisée, je suis plutôt un peu le patient lambda, on va dire, parce que on voit bien quand même que c'est particulièrement complexe et comment se positionner par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à la maladie, par rapport à la vie en elle-même, par rapport à la mort, c'est quelque chose quand même de particulièrement complexe. Donc tout dépend comment est-ce qu'on ressent la maladie, comment est-ce qu'on la vit, mais l'important c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, en étant malade, avoir une espérance de vie derrière. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on peut traiter tout ça. Donc c'est pas quelque chose de simple. Voilà. Je sais pas comment on pourrait l'interpréter. En fait, ce qui est sain dans le débat, c'est qu'il y en a un débat. Et le patient ou le sujet va avoir plus en plus sa place à s'exprimer. Vous savez, dans la médecine d'il y a très peu de temps, encore médecine d'aujourd'hui, on imposait des choses. La vaccination, tout le monde. On l'impose et on ne sait même pas encore parler. Certainement pas de consentement éclairé à ce moment-là. Donc on nous imposait une partie de la médecine parce que c'était quelque chose qui venait de l'environnement, c'était identique et point, c'est ça. On nous a imposé la critique de la cigarette, sans discuter avec l'individu. C'est quelque chose qu'on impose sociétalement. C'est correct, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Avec la médecine personnalisée, il faudrait garder la place du patient de décider est-ce qu'il veut savoir ou non. Le patient participatif, ça ne devrait pas être le gouvernement qui décide que le patient est participatif. Ça devrait être l'individu. Bien entendu, ça prend l'éducation, ça prend une connaissance de la chose, mais ceux qui ne veulent pas savoir avant, ceux qui ne veulent pas faire la prévention, ben, il y en a beaucoup autour de nous. Ils ne la font pas autrement, ils ne la feront pas en médecine personnalisée. Cette liberté doit être garantie, cette liberté doit rester. Donc je pense que c'est différent comme modèle
comme modèle de médecine. On ne va pas imposer. Nous, quand on dit en médecine génique, je suis chef de service, quand on dit un diagnostic, on demande, avant de faire le prélèvement, le voulez-vous? Une fois qu'on a le diagnostic, on dit on a le diagnostic, le voulez-vous le résultat? Allez-vous le partager avec votre belle-sœur, votre sœur que vous n'avez pas vue depuis 10 ans? C'est quoi dans la famille? Donc tout ça, c'est maintenant, c'est pas tout réglé, c'est pas tout facile, mais ça existe. La place de patient est beaucoup plus grande là-dedans. Patient informé, patient avec qui on collabore. Et le droit au refus, à mon avis, est sacré. C'est pas la même chose la vaccination pour le choléra ou pour les maladies, pour la variole. On va l'imposer. L'État va l'imposer. Ici, c'est différent. On devrait respecter continuellement le patient. Oui, je peux faire juste une remarque par rapport à une... Oui, Chantal Bouffard avait demandé la parole avant. C'est peut-être un peu triste ce que je vais dire, mais je pense qu'on pourrait essayer de retirer ce qui pourrait être positif de ce que je vais dire, parce que ça va être irritant. Je pense qu'un des pouvoirs dont on dispose maintenant par rapport comme individu, par rapport à la médecine personnalisée, c'est le pouvoir de consommation. Et si on le voit comme un pouvoir de consommation de produits de santé, parce que c'est clairement imbriqué dans l'institution économique et académique et peu importe, politique, si on le voit comme ça, c'est sûr qu'on dépersonnalise, on a des préjugés contre ces approches-là, mais il faut voir le pouvoir qui nous reste dans ça, de faire les pressions pour avoir l'information, d'aller chercher pas comme individu, mais en tant qu'association, groupe, et faire attention aussi de ne pas être trop sponsorisé par les compagnies derrière nos mouvements activistes. Donc, mais quand même, ce pouvoir de combat, on est libre encore de dire oui ou non à ces produits-là, et le danger, c'est justement, c'est que la partie sociale qui va faire en sorte que, toi, tu bois trop, donc tu nous coûtes cher, ou toi-même, tu donnes naissance à un enfant trisomique, ou peu importe. Ça, c'est le danger véritable qui nous guette. Et si on fait attention, peut-être qu'on pourra diminuer ces dangers. Je donne la parole très bref. Désolé, en fait, je bouscule votre mais je pense en fait, la remarque que vous avez faite tout à l'heure, elle est vraiment importante, en fait. Et je voulais vraiment revenir dessus avant que... ce que vous avez dit, c'est que donc il y a une anomalie génomique qui définit une population, et là-dedans, on teste un médicament. Okay, donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Ça s'appelle la médecine stratifiée. Tu vas revenir dessus après. Et vous dites après, finalement, ce système-là est un peu challengé parce qu'après, il y a d'autres anomalies là-dedans qui vont refaire éclater cette population de 5% en des populations hyper rares. En fait, c'est exactement le nerf de la guerre. C'est-à-dire que la vraie question de la médecine personnalisée pour nous, en cancérologie, c'est exactement ce que vous dites. C'est comment on passe d'une médecine stratifiée, c'est-à-dire on donne un médicament à 5% des patients, à une médecine dans laquelle on a un génome qui nous dit... chaque patient est unique, parce que comme vous le dites, le 5% est rééclaté ensuite en plein de petites entités. Et ça, le seul moyen qu'on a trouvé aujourd'hui pour prouver le bénéfice de la médecine personnalisée, c'est de développer des outils bioinformatiques qui vont nous dire, quand il y a des anomalies, lesquelles il va falloir bloquer. Et en fait, ce que vous dites là, c'est exactement au contraire, ça nourrit complètement la médecine personnalisée, parce que vous dites, finalement, chaque patient est unique, c'est ce qui définit la médecine personnalisée, et défini par un ensemble, par une succession d'anomalies génomiques. C'est exactement ça. Et là-dedans, en fait, la valeur et la recherche, elle porte uniquement sur quelle est la meilleure analyse bioinformatique pour trouver ce que vous dites, les 3 événements qu'il va falloir de l'analyse bioinformatique. C'est exactement ça. Désolé, Oui, donc on voit qu'il y a matière à débat. Moi, je voulais juste 30 secondes, 10 secondes même, rebondir sur ce que vous avez dit. À savoir, vous avez dit, finalement, le patient dont vous parliez a, en visualisant sa pathologie, pris conscience, en fait, de la perspective de sa mort. Alors, est-ce à dire que la perspective de la mort donne tout son sens à la vie? Et est-ce à dire que la médecine personnalisée, elle, en tant que médecine prédictive, c'est pas encore pour aujourd'hui, aura un impact quant au sens de cette vie? Voilà, simplement,
On va terminer. On a beaucoup de retard, donc je demanderai à tous ici juste quelques minutes de pause et on reprend. Voilà, merci beaucoup.